Il est très fréquent de lire sur les sachets de graines la mention hybride F1. Depuis le début du XXe siècle, des sélectionneurs semenciers ont créé les semences hybrides F1. Ce sont par définition des semences issues du croisement de deux lignées pures. Pour mieux comprendre, voici des fleurs rouges de lignées pures que je croise avec des fleurs blanches de lignées pures et j'obtiens cette magnifique fleur rose hybride F1. Mes plantes hybrides F1, semées dans mon jardin, font naturellement des graines et redistribuent leur patrimoine génétique. Je récolte des graines et l'année suivante, je les ressème. Et j'obtiens des plantes, tantôt roses, tantôt blanches, tantôt rouges. Que s'est-il passé ? Les caractères d'un hybride F1 sont homogènes à la première génération. Mais dès la seconde génération, les caractères deviennent aléatoires. En plus, la faible diversité du patrimoine génétique de ces hybrides F1 affaiblit considérablement leur descendance, qui très vite dégénère. La conséquence concrète de tout ça, c'est qu'il est impossible, avec des hybrides F1, de produire soi-même ces graines d'une saison à l'autre. Le tour est bien joué pour les semenciers, puisque chaque année, le jardinier, le paysan, doit racheter ses semences F1. Aujourd'hui, dans le commerce, il est pratiquement impossible de trouver les variétés sauvages des plantes qui nous nourrissent. Voilà par exemple à quoi ressemblaient les pommes de terre originelles trouvées par les colons en Amérique latine. Durant des millénaires, ce sont les paysans qui ont réalisé ce travail de sélections et de croisements pour que les légumes, fruits et céréales répondent au mieux à nos besoins. Mais au XIXe siècle, des lords anglais se spécialisent dans cette activité. Le métier de semencier apparaît et avec lui, une vision plus financière et industrielle de ce patrimoine agricole jusqu'alors partagé entre tous. 150 ans plus tard, une loi vient consolider les intérêts des semenciers. En décembre 2011, les députés votent un texte qui interdit aux paysans de reproduire la plupart des semences industrielles. Seules 21 espèces pourront être replantées, mais en échange de royalties. La pomme de terre en fait partie. Spécialisée dans ce légume, cette entreprise bretonne de semences ne cache pas sa satisfaction. Ici, on a développé une quarantaine de nouvelles variétés, dont la Charlotte, un long travail de recherche pour lequel elle entend bien avoir un retour sur investissement au-delà de la vente. Bon, là, vous préparez les échantillons pour les essais de châtaignes. Entre un moment où on fait un croisement et le moment où on relâche, on propose au marché une variété, il nous faut une dizaine d'années de travaux d'investissement, auquel il faut ajouter une douzaine, voire une quinzaine d'années à développer la variété sur le marché. Donc nous considérons effectivement que cette valeur ajoutée, face à en plus un succès extrêmement rare, mérite rétribution. Seulement voilà, tous les semenciers ne sont pas des PME. Ce marché est aujourd'hui dominé par une dizaine de multinationales, telles que Monsanto ou Bayer, des groupes gigantesques dont les moyens dépassent largement ceux des agriculteurs. Ces deux éleveurs cultivent une partie des céréales qui alimentent leurs bêtes. Si l'idée de verser des royalties ne les enchante guère, c'est avant tout le principe qui les choque. Ces multinationales, quelque part, elles se sont servies dans le patrimoine de l'humanité pour créer leurs semences. Elles ont breveté, elles ont mis des certificats et aujourd'hui elles font taxer ça aux agriculteurs alors que c'est les paysans à la base qui ont entretenu ce patrimoine. Le moyen d'éviter la taxe, racheter de la nouvelle semence chaque année. Une idée qui ne convient pas à Samuel, persuadé que la vigueur de ses cultures s'améliore au fil des générations. Quand je trie ma céréale, je sélectionne les grains les plus gros, les plus abondants. Et donc je sélectionne les grains qui sont plus adaptés à mes terres. Et donc avec le temps, j'adapte aussi la variété qui a son nom d'origine, mais je l'adapte aussi à mes conditions. Mais cette loi de décembre n'entend pas que réglementer l'utilisation des semences industrielles. Elle présente un autre volet qui inquiète surtout les agriculteurs bio. Il concerne les semences paysannes. Ce sont en clair des semences de variétés anciennes sélectionnées par nos aïeux bien avant l'arrivée des semenciers.
Toute cette diversité de légumes, fruits et céréales a été retirée du marché ces 60 dernières années dans l'idée de standardiser les récoltes et de répondre aux critères de la grande distribution. Ces semences paysannes sont toujours interdites à la vente, mais leur culture à but non commercial est tolérée, enfin jusqu'à présent. Cette nouvelle loi pourrait bien rendre leur exploitation impossible. On nous dit, vous allez acheter vos graines et vous mangerez ça, point à la ligne. Vous n'avez plus de choix du tout. Ça entraîne des dérives vers le totalitarisme, c'est tout. Pour moi, il ne faut pas aller chercher plus loin. C'est le totalitarisme déguisé, c'est tout. Déguisé complètement. Mais on a le pouvoir, à partir du moment où on a le pouvoir alimentaire, on a le pouvoir sur les gens. Dans les années 80, afin d'éviter leur disparition, des milliers de variétés paysannes ont été stockées dans les congélateurs de l'INRA. C'est par ce biais que ce paysan boulanger a pu se procurer des semences de blés anciens, moins productifs que les blés modernes, mais pourvus d'autres qualités. Ça, c'est des épis que j'ai ramassés dans mes champs. Et donc, on peut voir ici, il y a du rouge de Bordeaux, du Capel, du Camp-Rémy, c'est en majorité. Mais après, on va retrouver des blés, vous voyez, qui soient barbus ou pas barbus, que des anciennes variétés. Pourquoi on les cultive? D'abord parce qu'elles sont rustiques. En bio, c'est intéressant d'avoir des blés qui puissent résister aux maladies, aux différentes, je dirais, aléas climatiques. Et sur ces blés-là, donc, on va pouvoir avoir des protocoles de culture beaucoup plus simples, à la différence des blés modernes, où si on n'a pas tous les pesticides et herbicides qui vont avec, on ne va pas avoir de résultats finalement. Comme la graine est ici transformée en farine, la vente de ce produit dérivé est autorisée. Mais si cet artisan ne peut plus cultiver son blé, c'est toute son activité qui disparaît. Aujourd'hui, difficile de connaître le but exact des législateurs, car les décrets d'application de la loi ne sont pas encore diffusés. En Bretagne, chercheurs et associations se mobilisent pour sauver les semences paysannes. À Rennes, cette scientifique de l'INRA a lancé un programme de réhabilitation de blés anciens dont les pains sont régulièrement testés par le public, en vue d'analyser leur qualité gustative et nutritive. Mais le principal objectif de ce projet, c'est de prouver l'intérêt agronomique de ces variétés rustiques à l'heure où les OGM sont brandis comme le meilleur moyen de supprimer la faim dans le monde. Pour faire des maïs résistants à la sécheresse et qui poussent sans irrigation, chez les paysans d'agriculture biologique, pour en avoir des dizaines et des dizaines, la meilleure façon, c'est de faire pousser les maïs chez les agriculteurs sans irrigation. Et petit à petit, ils adaptent leurs plantes. C'est sûr qu'au début, il y en a qui souffrent, mais celles qui résistent bien, elles résistent encore mieux l'année d'après, et ainsi de suite. Et ils arrivent à créer des variétés beaucoup plus rustiques et qui peuvent pousser sans eau. On ne peut pas créer tout ça en laboratoire. On arrivera à le créer pour un milieu avec des intrants particuliers, mais toute la diversité de conditions, on ne peut pas la recréer en laboratoire. Seule la diversité paysanne permet de nous l'offrir. Partout sur la planète, des plantations de variétés anciennes revoient le jour. Des variétés souvent capables de s'adapter aux sols les plus pauvres, même ceux rendus incultes par des années d'agriculture intensive. Pour la scientifique, il ne s'agit pas d'éradiquer les semences industrielles, mais de permettre parallèlement le développement des semences paysannes au nom de la biodiversité et des possibilités qu'elles nous offrent. Il s'appelle Rouge d'Astarac, Lavergne, Grand Roux Basque ou Green. Ici, pas de maïs standard. Dans ce champ, chaque plante est différente. Bruno Joly, avant la récolte, sélectionne les meilleurs épis afin de préparer ses semences pour l'année prochaine. Je vais regarder le pied. Je regarde d'abord si le pied est bien costaud, s'il n'y a pas de maladie. La plante est belle, la plante est harmonieuse. C'est une plante qui me convient pour l'année prochaine. En choisissant cette méthode de sélection, il obtient des semences qui, d'année en année, s'adaptent à son terroir. Au lieu de travailler avec les pesticides, les engrais chimiques et l'irrigation, contre la nature, en voulant maîtriser les choses, on travaille avec la nature, avec le sol, avec le climat, pour avoir une variété qui s'adapte tous les ans et qui produise tous les ans une quantité suffisante, puisque nous, ici, on a des vaches laitières, donc il faut bien nourrir les vaches. C'est à partir de 1950 que les entreprises semencières ont fabriqué des standards offrant de gros rendements mais gavés de produits chimiques. Bruno Joly a effectué un retour aux sources en 2005 en semant du maïs paysan ou population, une réelle alternative aux OGM. Rien n'empêcherait de commercialiser les semences de Bruno, mais les multinationales veillent. Seules sont reconnues les semences qui sont inscrites au catalogue officiel, donc les semences des semenciers professionnels comme Monsanto ou Limagrain. Et les semences perpétuées depuis des générations par les paysans ou les jardiniers, aujourd'hui, il y a un vide réglementaire, elles ne sont pas vraiment interdites, elles ne sont pas vraiment autorisées, on ne sait pas exactement comment on peut les obtenir.
On n'a pas le droit de les donner ou de les échanger. En France, 1000 agriculteurs ont décidé d'utiliser ces semences. Pour les aider, l'association Cultivons la biodiversité a été créée en 2009. Elle accompagne et forme les agriculteurs car aujourd'hui, il existe parmi les variétés anciennes du blé, de l'avoine et 7000 légumes qui échappent encore aux semenciers. Oui, ils sont beaux là. Il y a un petit peu de déchets, mais ça va ça. Là, au mois de septembre, il ne va jamais tomber d'eau, alors forcément, ça ne les a pas abîmés. Les variétés actuelles sont beaucoup plus adaptées au mode de production et au mode de consommation actuel. Donc il est normal que nous travaillions aussi pour les metteurs en marché qui vont nous demander des produits qui se conservent mieux. En 2005, la France est toujours le premier producteur européen de semences. Une étrange partie semble donc se jouer au pays du maraîchage, de l'horticulture et de la plante potagère. La région des Pays de Loire venant d'obtenir le label du convoité pôle du végétal, un futuriste parc de la plante est en construction aux portes d'Angers. Pôle d'excellence oblige. Le Val-de-Loire ayant longtemps été considéré comme le potager de la France, il était logique qu'y fleurissent nombre d'instituts agronomiques tels l'INH, dévoué à l'horticulture, l'INRA, à la recherche, la SNES et le GEVES, au contrôle des semences, et enfin l'OCVV, une agence européenne chargée de la protection intellectuelle des variétés végétales. Autant d'institutions majoritairement financées par le denier public et dont on aimerait comprendre, sinon le fonctionnement, du moins la fonction. Dans le sillage des oiseaux migrateurs, du Grand Nord sont arrivés les froids qui durcissent la terre, reposent les sols et apaisent les paysages. Pour avoir toujours appelé un chat et un chou, je décidai de profiter de la saison froide pour hiverner en labo et apprendre. À l'Institut national de la recherche agronomique, je commençais par me joindre à un groupe de visiteurs tout aussi avides d'instruction. De la norme qu'on a mis, température de l'eau, ça s'ouvre, ça se ferme. Tout ça est piloté, tout ça également est cultivé selon des techniques respectueuses de l'environnement, ce qu'on appelle la protection biologique intégrée, c'est-à-dire d'utiliser les prédateurs qui vont faire de la lutte biologique, qui vont permettre de limiter ces pathogènes et surtout d'utiliser un produit chimique. En dernier recours, quand malheureusement la population de parasites augmente et que les prédateurs n'arrivent pas à tout éliminer, on utilisera le produit chimique. Pas trop agressif, il ne faut pas tuer les prédateurs, mais on va quand même en tuer. Alors il n'y a pas d'OGM au champ à l'INRA, donc il n'y a rien à dire. On peut tout de même se demander si ces irradiations ne produisent pas des plantes génétiquement modifiées. C'est-à-dire qu'on n'insère pas un gène qui vient de l'extérieur, on modifie le génome dans les cellules reproductrices de la plante par des procédés mécaniques, chimiques, nucléaires, par des irradiations, ou en bombardant avec des rayons X ou neutrons, ou des choses comme ça, un peu comme on fait l'irradiation des aliments, parce que ça aussi ça existe. On irradie des tas d'aliments, en particulier à l'aval, des tas de produits alimentaires, et les consommateurs se battent pour que tous les produits irradiés soient étiquetés. On est loin d'avoir... Qu'est-ce qu'on irradie? Alors on irradie les aliments vivants qu'on veut conserver assez longtemps, donc les fruits secs,
les framboises en barquette, l'ail, les pommes de terre pour pas qu'elles germent, l'ail pour pas qu'ils poussent. L'ail irradié ne fera plus de descendance, quoi. Mais ils se conservent, ils sont comme momifiés un petit peu en quelque sorte, ces aliments-là. On a maintenant un peu partout des céréales volontairement stériles pour que les paysans soient obligés de se réapprovisionner. Dans les légumes en France, c'est aussi le cas ? Dans les plantes de grande culture en Europe, il y a des projets de développement de variétés stériles, des plantes qui ne peuvent pas être semées, comme les hybrides, mais les hybrides ne sont pas stériles. Ils donnent une graine, cette graine peut être récoltée, etc. La plante vraiment stérile, genre projet Terminator de Monsanto, pour le moment ça n'existe pas, même en plante de grande culture, en tant que variété mise au point, inscrite en potagère non plus. Mais si on ne bouge pas, si on ne lutte pas contre ça, c'est sûr qu'on y aura droit un jour ou l'autre. La Station nationale d'essai des semences se trouve juste en face de l'INRA. Il n'y a que la rue à traverser. Tout ce qui est produit en France est contrôlé. C'est toute la régulation du génome qui est perturbée. Par nos interventions ? Aucune idée. Toutes les plantes, chez les choux, que ce soit des hybrides ou des vieilles populations, tout le monde est atteint alors qu'elles n'étaient pas atteintes il y a 10 ou 15 ans. Pas à ce taux, c'est-à-dire que des plantes anormales, il y en a toujours eu, mais des plantes aussi anormales, là on se pose des questions. Bon, donc j'ai mis en place un essai sur 10 ans, c'est-à-dire j'ai stocké des graines que j'en sors un petit peu tous les ans, et puis voir l'évolution des phénotypes, disons de l'allure des plantes, du taux, avec en comparaison un sachet de graines de l'année, et puis essayer de se faire une idée de l'évolution. C'est-à-dire que quand on fait de la transgénèse, la plupart du temps ça ne marche pas. C'est-à-dire quand on met un gène étranger dans la plante, la plupart du temps on n'arrive pas à le faire exprimer. Alors pourquoi ? Et justement, on s'est aperçu qu'il y avait tout un système de régulation du génome, et c'est ce mécanisme de régulation de l'ADN à l'intérieur de la plante qui ne fonctionne plus sur les plantes. Et qu'est-ce que ça donne comme phénomène ? Les plantes impropres à la consommation, qui sont tellement perturbées, de toute façon, on ne les récolte pas, donc elles restent au champ. Au-delà de cette mainmise sur le vivant des grands groupes financiers liés à l'agroalimentaire, et par-delà la dépendance, voire la disparition du paysan qu'elle entraîne, comment illustreriez-vous la responsabilité de la recherche dans cette course à la rentabilité ? La laitue sombrémia. Oui, la laitue sombrémia, c'est un bon exemple parce que c'est une plante au sujet de laquelle les chercheurs ont engagé une course sans issue. À chaque fois qu'ils sélectionnent une variété avec une nouvelle résistance, de toute façon, le parasite montre qu'il a une souche qui contourne cette résistance. Donc on va chercher de plus en plus de gènes de résistance. À chaque fois qu'on introduit un gène de résistance dans la plante, on la fragilise. Et à chaque fois qu'on a pris ces gènes dans la nature, on va les chercher un peu plus loin, donc avec des techniques un peu plus perturbantes. Il est évident, il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour comprendre que de toute façon, on va dans le mur, comme dit Véronique, à ce sujet-là. La nature ne sait pas faire autrement que de donner ses richesses. Chaque année, le monde végétal offre ses feuilles, ses fleurs, ses fruits et ses graines qui, à leur tour, deviendront plantes, arbustes ou arbres. L'homme a toujours profité de ce cycle d'abondance pour la culture vivrière en utilisant les graines offertes à chaque récolte. Depuis peu, ce cycle a été rompu. Plus question de faire ses propres graines. Les paysans doivent acheter les semences et renoncer à leur autonomie. Un peu partout en Europe, des collectifs citoyens se forment pour réclamer la libération des semences. Des associations agissent sur le terrain, comme Longomaille, Biogerme ou Cocopelli. Elles assurent l'échange et la conservation de variétés anciennes. Leur but ? Empêcher la mainmise sur le vivant et retrouver le droit d'utiliser gratuitement toute la diversité de la semence.
Donc comment cela se passait il y a 50 ans, à la fois dans les champs pour les paysans, ou aussi auprès des maraîchers ou des jardiniers, dans les jardins des particuliers. À partir du moment où ils avaient accès à une semence qui était reproductible, donc il n'y avait pas de complications, puisqu'on se transmettait pratiquement la semence dans les familles ou dans les villages, on pouvait faire de l'échange, on pouvait faire du troc. Et depuis 16 000 ans ou 20 000 ans que l'agriculture existe, on a toujours fait en sorte que les semences puissent se reproduire, faire en sorte que des semences qui étaient adaptées à des terroirs, à des lieux très précis, et on arrivait toujours à faire ça. Et depuis quelques années, tout d'un coup, tout s'est renversé dans l'histoire, et on n'arrive qu'à avoir sur le marché, aujourd'hui, que des hybrides fins ou des clones chimériques dits brevetés. Tout ça parce qu'on veut arriver à contrôler le vivant, donc contrôler ce qui se passe dans l'assiette des gens, puisque si on a conscience de cette chose très importante, de ce qui se passe dans notre assiette, que tu manges bio ou pas bio, le point de départ, c'est la semence. À partir du moment où est arrivée la civilisation, la modernité, où à ce moment-là, on a changé de paradigme, c'est-à-dire qu'on a l'argent a une énorme prépondérance, et tout ce qui est la puissance du lucre, c'est-à-dire eh bien, finalement, c'était comment, en quelque sorte, faire du profit même avec le patrimoine collectif de l'humanité qui aurait dû être un patrimoine inaliénable. Et ça a une sorte de hold-up qu'on a réalisé sur ces biens qui sont des biens communs par des groupuscules humains qui en ont fait petit à petit leur propriété. Et les ont donc diffusés à des fins de profit. Et pour aller plus loin et pour arriver finalement à avoir un profit maximal, eh bien ils ne se sont pas contentés simplement de prendre ce larcin et de le divulguer, ils se sont mis même à le manipuler, c'est-à-dire à faire des hybrides qu'on ne peut pas reproduire, et aujourd'hui on est aux OGM, etc., de façon à finalement à investir le marché dans sa globalité par la confiscation du bien commun et la mise en dépendance donc des communautés humaines. Et cette mise en dépendance aujourd'hui atteint l'extrême parce que finalement on est en train de constater que 60% de ces semences ont déjà disparu, certaines on ne les a plus comme patrimoine, et c'est un drame parce que c'est quand même quelque chose qui relève d'une approche morale, d'une approche déontologique, d'une approche éthique. On n'a pas le droit, en quelque sorte, de faire de ce patrimoine collectif, qui est l'héritage de l'humanité à l'humanité, quelque chose qui disparaît pour pouvoir remplacer par des semences qu'on est obligé d'acheter et qui sont donc fabriquées spécifiquement pour faire du profit. Le système qui contrôle aujourd'hui les semences, on va résumer d'une manière un peu simpliste, c'est 9 transmultinationales qui contrôlent 90% du marché de la semence mondiale, blé et riz confondus. Donc à travers les hybrides ou à travers des clones chimériques brevetés, dans le sens où tous ces brevets imposent aux gens qui achètent des semences de passer par ces grands groupes semenciers. Donc au jour d'aujourd'hui, sur la planète, si on supprime les semences hybrides et fins et les semences transgéniques, il n'y a plus rien de reproductible. Tout a été éradiqué au fil des années, puisque les grands semenciers ont été, un exemple précis en Inde de nombreuses années, donné à la fois de la semence transgénique ou des hybrides et fins et le packaging qui va avec. On voit à quel problème le paysan indien est confronté au jour d'aujourd'hui. Donc, dans cette incapacité de pouvoir racheter de la semence pour nourrir sa famille. Ou il vend un rein, ou il vend un enfant, ou il vend sa vie. On assiste au jour d'aujourd'hui à 35 000, 40 000, 50 000 suicides individuels ou collectifs dans les villages parce que ces paysans n'ont pas la capacité de pouvoir acheter de la semence. Donc, grand problème. Alors qu'avec des semences biologiques et reproductibles, on a pu le voir encore dernièrement, ces mêmes paysans indiens sont capables sur 1,8 hectare de nourrir une famille de 15 personnes et en plus de pouvoir vendre des choses à l'extérieur pour pouvoir faire des échanges avec les matières qu'ils ne produisent pas sur leur propre ferme. Donc ce qui est important, et ce qu'on dit souvent à Cocopelli, c'est cette autonomie semencière donc permet d'avoir une sécurité alimentaire au niveau de tous ces gens
paysans, maraîchers et communautés rurales dans tout l'hémisphère sud. Et au jour d'aujourd'hui encore beaucoup plus fort, puisqu'on s'aperçoit que l'Europe de l'Est fait appel à nous. Au quotidien, on reçoit de nombreuses demandes à laquelle on ne peut pas répondre. Il y a trop de demandes. Et même en Europe de l'Est, les grands coquins sont arrivés, donc il faut qu'on soit aussi présent, même si on est tout petit sur la planète. En résumé, sont autorisés à la culture et la commercialisation uniquement des graines hybrides F1 ou des semences transgéniques, les fameuses OGM, toutes fabriquées par des sociétés agro-industrielles. Alors, qu'est-ce qu'un hybride F1 ? Qu'est-ce qu'une plante OGM ? Et que se cache-t-il derrière ces concepts ? Alors ce qu'on appelle un hybride, en fait, le terme est un petit peu ambigu parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'hybride, on pense aux semenciers. On pense aux plantes fournies par les semenciers, alors que ceux qui ont toujours fabriqué des hybrides sont les paysans, qui sont les premiers généticiens du monde. Dans la notion d'hybride, il y a une notion de brassage, de croisement. Et justement, on croise. Et les paysans ont toujours fait des hybrides, dans ce sens que c'est la sélection massale. Ils voyaient une plante qui avait une propriété intéressante, une deuxième plante de la même espèce qui avait une autre propriété intéressante, et ils croisaient les deux plantes en question pour récupérer un descendant qui avait les deux propriétés réunies dans la même plante. Ça, c'était les vrais hybrides en quelque sorte. Aujourd'hui, le terme d'hybride est totalement galvaudé parce qu'il est réservé en fait aux semences, comme je le disais, produites par les semenciers, mais qui en fait n'ont plus grand-chose d'hybride. Alors c'est toujours un croisement, mais c'est un croisement entre deux plantes qui sont des clones. C'est-à-dire en fait des plantes qui ont un appauvrissement génétique. C'est-à-dire que chacune des plantes parentales a été obtenue par des croisements successifs avec la même plante. Et du coup, on finit par faire une sorte de consanguinité, bon, même si ce n'est pas un terme qu'on utilise pour les plantes, on a une sorte de dégénérescence consanguine, donc on a une lignée pure génétique, donc on fait ça pour une plante parentale, on fait ça pour une deuxième plante parentale, et ces deux plantes parentales on les croise, et ça donne ce qu'on appelle un hybride F1, qui a une sorte de vigueur juvénile, et donc qui va donner une plante extrêmement belle et productive. Mais à la deuxième génération, cette plante qui va récupérer des propriétés parentales, donc de celles qui ont une dégénérescence consanguine, eh bien, sera très peu productive. C'était déjà un premier moyen pour le semencier d'obliger le paysan en quelque sorte à racheter ses semences. Alors l'hybride n'est pas un OGM, c'est-à-dire qu'en fait c'est deux plantes qui sont naturellement interfécondables, sauf qu'au lieu que ce soit deux plantes repérées au hasard de leurs propriétés par le paysan, ce sont deux plantes qui ont été préparées par appauvrissement génétique et que ensuite on croise et qu'on appelle hybride F1. Alors, ce qu'on appelle un OGM, en revanche, donc un organisme génétiquement modifié, c'est tout organisme vivant, pas seulement une plante, ça peut être un animal, un végétal, un microbe, ça peut être des micro-organismes, des champignons, des animaux, dont on a modifié de façon non naturelle, c'est-à-dire par intervention de la main de l'homme, son patrimoine génétique initial, donc ses caractéristiques génétiques initiales. Alors comment les a-t-on modifiées? Ça peut être de différentes manières. Ça peut être par introduction d'un gène étranger. Un gène de bactérie dans le maïs, par exemple. Ça peut être par suppression d'un gène de l'organisme en question, un ou plusieurs gènes. Ça peut être par modification chimique d'un ou plusieurs de ces gènes, par substitution d'un ou plusieurs de ces gènes. Donc voilà ce qu'on appelle OGM. Tout ça, ce sont des organismes génétiquement modifiés. Sur le plan technique, tous ces OGM sont reconnus comme des OGM, mais pas sur le plan juridique. Sur le plan juridique, ne sont reconnus par la directive européenne 2001-18 qui légifère sur la question des OGM, ne sont reconnues que les plantes transgéniques, c'est-à-dire celles dont la modification génétique fait appel à un gène étranger. Je disais par exemple un gène de bactérie dans le maïs. Ce gène étranger, on l'appelle un transgène. Et donc l'OGM qui en résulte s'appelle un organisme transgénique. Eh bien, les organismes transgéniques, qui sont bien sûr des OGM, puisqu'on a modifié de façon non naturelle leurs caractéristiques génétiques initiales par addition d'un ou plusieurs gènes étrangers provenant d'une autre espèce, eh bien, sont reconnus également comme des OGM sur le plan juridique. Mais tous les autres OGM, donc qui résultent d'une modification génétique qui ne fait pas appel à un gène étranger, donc qui ne sont pas transgéniques, eh bien qu'étant reconnus techniquement comme des OGM, ne le sont pas sur le plan juridique, et du coup échappent au champ d'application de la directive européenne. C'est par exemple le cas des plantes mutées, c'est-à-dire obtenues par une technique qui s'appelle la mutagénèse, donc qui n'est pas la transgénèse, et qui consiste à exposer les graines de la plante à un traitement chimique ou un traitement physique qui va provoquer des modifications dans la formulation chimique des gènes.
Et comme les gènes détiennent le secret de fabrication des protéines, qui sont les acteurs de tous les processus biologiques qui ont lieu dans les cellules des organismes vivants, eh bien les gènes qui ont subi ces modifications chimiques vont donner naissance à des protéines qui sont elles-mêmes chimiquement modifiées et qui vont avoir des nouvelles propriétés, conférant à la plante des nouvelles caractéristiques, comme par exemple la tolérance à un herbicide. En ce qui concerne les conséquences sur la propriété des semences, je disais tout à l'heure qu'avec les hybrides F1, c'était déjà un premier moyen pour le semencier de mettre une mainmise sur les semences, parce qu'en fait, si le paysan veut replanter une partie de sa récolte, eh bien, à la deuxième génération, les productions sont extrêmement faibles. Donc du coup, ça l'obligeait déjà en quelque sorte à racheter ses semences chaque année. Avec l'OGM, il y a une dimension supplémentaire qui est en fait une stérilité juridique. Je parle pas de stérilité biologique. Les plantes OGM cultivées aujourd'hui ne sont pas stériles biologiquement, même s'il y a eu des tentatives en ce sens de la part des semenciers, avec notamment le maïs Terminator. Mais les OGM cultivés actuellement dans le monde ne sont pas stériles sur le plan biologique. Mais je parle de stérilité juridique en ce sens que si l'agriculteur s'aventurait à vouloir replanter une partie des semences de sa culture OGM de l'année passée, eh bien, il s'expose à des poursuites judiciaires pour violation de brevets. Voilà, donc c'est vraiment pour le semencier une manière de mettre la ceinture et les bretelles en termes d'appropriation de la semence et de confiscation de la semence du paysan. Donc moi, en tant que scientifique, si je suis conscient de ces aspects-là, je ne peux pas non plus faire l'économie de l'aspect purement technique et de l'aspect purement sanitaire et environnemental. Parce qu'il y a bien sûr des risques de cet ordre-là également. C'est que la technologie OGM, quelle qu'elle soit, que ce soit transgénèse, mutagénèse, etc., c'est une technique totalement aléatoire. Et notamment en termes de risques sanitaires, c'est d'autant plus inquiétant que la quasi-totalité des plantes génétiquement modifiées cultivées aujourd'hui à la surface de la planète sont des plantes pesticides, c'est-à-dire des plantes qui ont été génétiquement modifiées pour accumuler un pesticide, soit parce qu'elles produisent un insecticide en permanence pour lutter contre un insecte ravageur, c'est le cas du Monsanto 810, qui fait l'actualité en France et en Europe, soit parce qu'elles ont été génétiquement modifiées pour ne plus mourir quand on les arrose avec un herbicide qui aurait dû les tuer, par exemple le Roundup, et donc ces plantes vont pouvoir accumuler cet herbicide dans leurs cellules. Et donc la moindre des choses serait que ces plantes soient effectivement évaluées comme des plantes, ça elles le sont, mais qu'elles soient aussi évaluées comme des pesticides. Et là, on est loin du compte, parce que les pesticides qui sont déjà bien insuffisamment évalués sont au moins évalués pendant 3 mois sur 3 espèces animales différentes, dont le rat et la souris, le troisième n'étant pas un rongeur, plus des tests à 2 ans sur le rat, en plus des tests à 3 mois. Eh bien, il n'y a aucune plante OGM pesticide qui n'a fait l'objet d'évaluations toxicologiques, je parle bien d'évaluations toxicologiques et pas nutritionnelles, de tests toxicologiques, c'est-à-dire avec analyse de sang, etc., chez les animaux qui ont été nourris avec cette plante, à plus de 3 mois sur une seule espèce animale. C'est-à-dire qu'on passe systématiquement à côté des éventuels effets chroniques. Et en plus, bon, cerise sur le gâteau, pour des raisons de protection industrielle, ces tests sont faits par des laboratoires choisis par les firmes semencières, ce qui rend l'évaluation, en plus d'être carencée, totalement opaque. Vous pouvez dormir tranquille, vous pouvez consommer tranquille, vous pouvez travailler tranquille. Les chiffres sont bons? Tout à fait, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Nous sommes vraiment très contents. Il y a une espèce d'émancipation dans notre secteur assez incroyable. Même les Indiens nous rejoignent. Nous sommes ravis. Les paysans du monde veulent nos semences. Ils veulent acheter, ils veulent produire. Et oui, nous avons un souci constant pour les réglementations et donc nous voulons préserver les semences, les mettre dans un petit cahier et donc arrêter la naïveté des peuples qui soudain penseraient qu'on arriverait encore à garder les semences. Ce n'est plus possible. Le problème, c'est que les gens n'ont pas confiance, ils sont paranoïaques. Nous voulons leur bien, protéger l'environnement, éradiquer la faim dans le monde, monsieur. C'est ça qu'il faut comprendre. La semence est soumise pour sa commercialisation à une procédure d'inscription obligatoire sur un registre officiel qu'on appelle le catalogue officiel. Alors il y a plusieurs problèmes autour de cet enregistrement obligatoire. Le premier, c'est un problème de procédure essentiellement.
puisque les semences sont soumises à une procédure d'enregistrement préalable, donc d'autorisation préalable de mise sur le marché, un peu comme les médicaments et les pesticides. Alors si on comprend bien pourquoi les médicaments et les pesticides sont soumis à un régime d'autorisation préalable comme ça, c'est parce qu'ils sont porteurs de risques pour la santé ou pour l'environnement. Avec les semences, le sujet est très différent, puisque la législation ne fait jamais référence à un quelconque risque sanitaire ou environnemental les concernant. Or pourtant, on est soumis à un régime d'autorisation préalable de mise sur le marché, qui donc est disproportionné. Ensuite, en ce qui concerne toujours l'enregistrement de ces semences, elles doivent répondre à des critères pour l'inscription au catalogue. Et ces critères servent à un objectif qui a été défini dans les années 60 comme étant un objectif d'intérêt général et auquel la législation se réfère sous l'expression progrès génétique. Donc le progrès génétique défini dans les années 60, il correspondait finalement à un objectif de sortie finalement de l'agriculture européenne de son arriération et de manière à ce que finalement elle suive un peu le modèle américain. Donc les objectifs que servent ces critères d'inscription au catalogue sont ceux de l'agriculture industrielle. Donc ce catalogue officiel qui a été mis en place a conduit progressivement à la disparition de la biodiversité agricole. Ensuite, le dernier problème, c'est qu'il y a eu progressivement une superposition de la législation sur le commerce des semences avec la législation sur l'octroi de droits de propriété intellectuelle sur les semences. Et les critères d'inscription au catalogue aujourd'hui sont les mêmes que les critères d'octroi d'un droit de propriété intellectuelle sur les semences. Et la conséquence de ça, c'est finalement que les seules semences qui sont autorisées à la vente sont les semences qui sont protégées par un droit de propriété intellectuelle. Et tout le domaine public, le domaine de la propriété de tous finalement, ou de l'absence d'appropriation, a été rendu illégal. Ce qui est extrêmement choquant et qu'on ne voit dans aucun autre secteur de l'économie. Aujourd'hui, en pleine conscience et en France, la semence est sous séquestre. Complètement sous séquestre. Les grands coquins se sont appropriés, se sont accaparés la semence. Un maraîcher, un paysan ne peut pas réutiliser sa propre semence. Il est obligé de passer par des coopératives, par des marchands qui leur vendent de la semence ou hybride ou des clones chimériques. Les semences font partie de la problématique de l'alimentation. Mais globalement, quand on voit que les terres sont détériorées, que l'eau, qui est une nourriture, est polluée, que les semences disparaissent, qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs, qu'on désorganise des systèmes vernaculaires, par exemple dans les pays du Sud, migration vers les villes, etc., nous prenons le risque d'une pénurie mondiale sans précédent. Et cette pénurie mondiale sans précédent est aggravée aujourd'hui par le fait qu'on entre dans une phase où les conditions climatiques sont totalement aléatoires et imprévisibles. Et de fait, imaginez simplement à un moment, il y a tous les bassins mondiaux producteurs de céréales, prenons la céréale comme base de l'alimentation, entre sécheresse et inondation, il n'y a pas de récolte. Eh bien, c'est la famine immédiate. Et les semences, si les semences adaptées, qui résistent, disparaissent, remplacées par des semences artificielles inadaptées, qui est fragile, eh bien, si on met tous ces paramètres les uns derrière les autres,
on peut dire qu'il risque d'y avoir à ce moment-là une combinatoire, c'est une conjonction de différents éléments négatifs au cœur duquel sera la semence. Et ça, déjà maintenant, on est très inquiet par rapport à comment on va faire par la suite. Si c'est des laboratoires qui fabriquent les semences, si ces laboratoires fonctionnent avec du pétrole, enfin, etc. Donc aujourd'hui, nous jouons une carte très, très grave, très sérieuse. Et il faut vraiment que les gens prennent conscience. Plus que jamais, il faut protéger les sols, il faut protéger les semences. Il faut au contraire beaucoup plus d'agriculteurs, parce qu'on ne peut pas imaginer des millions de gens concentrés dans les villes avec quelques agriculteurs qui les nourrissent. Ben, ça veut dire qu'il faut que la conscience s'élève. Et je n'aime pas trop le prise de conscience, ça me rappelle l'électricité. Enfin, il n'y a pas parce que vous avez une prise de conscience. Non, ce n'est pas une prise de conscience, c'est une élévation de la conscience qui fait que... Et qu'est-ce que c'est que l'élévation? Plus vous vous élevez, plus vous voyez la configuration du paysage devient beaucoup plus intelligible. Et bien, c'est un peu, ça procède de la même façon, on s'élève et on voit plus clair. Parce que notre conscience s'est élevée. Si la conscience s'élève, eh bien le monde changera. Il y a beaucoup de nostalgie, on parle de variétés anciennes, mais la création de variétés de tomates là, de toutes les couleurs, ça a peut-être 30 ans maximum. Green Zebra. Ça, je connais l'inventeur de cette tomate, Tom Wagner, c'est un Américain. Il a dit à ses parents, quand il était gamin, qu'il allait faire une tomate jaune rayée de vert. Ses parents lui ont dit, mais t'es un cinglé, toi. Les gens, ils aiment la tomate rouge, point barre. Et finalement, sa tomate, elle est sur la planète entière. Il a mis 25 ans pour la créer. À Seignon, à côté d'Apt, Jean-Luc Danérol produit des semences paysannes au potager d'un curieux. Un curieux passionné par la diversité des formes et des couleurs des semences rustiques. Mes 4 grands-parents avaient des potagers vivriers. Et j'ai beaucoup appris dans leur potager. Donc je me suis retrouvé très jeune à faire des jardins. Je crois que j'ai fait un jardin à 3-4 ans. En parallèle, j'étais passionné aussi de botanique et qu'on dit naturalisme, c'est-à-dire les animaux, la flore, la faune. Et donc apprendre chez les paysans lozériens des pratiques agricoles assez écologiques. La modernité ne les avait pas trop encombrées. Ça c'est carotina, très plate et encore plus orange que un orange carotène, quoi. Je me suis retrouvé donc en lycée agricole. J'ai fait un bac des primes, ce qui portait bien son nom, puisqu'en fait on m'a appris beaucoup à traiter, on m'a appris beaucoup à produire, à surproduire. Et en même temps, j'oublie pas que j'avais des profs de grande qualité et des cours par exemple de philosophie et des cours d'écologie. Je voulais devenir jardinier. C'est-à-dire que c'était même pas je veux être paysan, je veux produire, c'était je veux vivre dans un jardin. Et après, j'ai appris à en vivre, c'est-à-dire à ce qui me rapporte un peu. Et ça a marché. Et puis comme j'ai été un peu pionnier là, pour tous ces trucs de biodiversité, et alors avec toutes ces couleurs, ça le faisait, les bouquets, les légumes, et les gens découvraient. Donc moi, j'ai été tout de suite en bio, c'est-à-dire maintenant on préfère dire en agroécologie. J'ai commencé à vendre des plants. J'avais forcément un stock de graines, je gardais mes graines. Et puis un jour, j'ai fait une petite liste. Et puis c'est comme ça qu'est né mon premier petit catalogue. Il rentrait dans une enveloppe. Et il y avait 200, déjà 150, 200 trucs. Et puis derrière, j'aimais bien mettre un petit poème.
C'était le plus petit catalogue de France poétique. Jean-Luc se retrouve à vendre des variétés rustiques qui ne sont pas enregistrées au catalogue officiel des espèces et des variétés. Pour des raisons de production industrielle, la plupart des maraîchers se sont mis aux hybrides. Quand on croise 2 par an de variétés différentes et que dans l'année qui suit, on obtient un effet d'hétérosis, c'est un terme pour expliquer qu'il y a un effet de productivité maximum la première année. Mais cet hybride, il va être un petit peu anormal, il va être un petit peu fragile. Donc il va falloir le soutenir avec des béquilles chimiques, des engrais, des produits qui permettent sa production. Elle s'appelle une tomate cœur de bœuf. Quand j'ai eu une première attaque de la répression des fraudes, intimidation, pour une affaire de cœur de bœuf, que je n'avais pas le droit de vendre, que ci, que là, je suis rentré au réseau Semences Paysannes, j'ai participé à leurs AG, à leurs réflexions, et puis je suis même allé au conseil d'administration, j'ai pris une place dans le bureau à un moment donné, et puis là on a vu, on a des pointures, on a des militants de haut niveau qui se font des réunions européennes, internationales, qui voient les ministères, et là on a compris que ça commençait à devenir grave, qu'il y avait vraiment une mainmise des gros groupes sur la problématique de la semence, et que donc on devait défendre nos semences. Quand tu mets du maïs OGM en France, tu ne peux plus avoir de maïs biologique proprement parlé, puisqu'il est contaminé par le pollen des maïs OGM. C'est le cas en Espagne. Ils ne peuvent plus, ils ont 400 000 hectares de maïs OGM et ils ne peuvent plus avoir de maïs bio. Alors ça, c'est la variété oreille du diable. C'est une laitue. 10 ans après sa création, le réseau Semences Paysannes est en cours de professionnalisation et sert de référence à l'État pour la problématique de la semence. Je suis un néo-rural, mes parents n'étaient pas paysans. Elle est délicate, la transmission. J'ai 4 enfants qui réussissent très bien dans leur vie, mais ils ne feront pas le métier que j'ai fait. Du coup, on s'est dit, on va créer une association qui va soutenir le potager d'un curieux pour tout ce qui est la transmission, le savoir-faire, la formation. Et c'est donc Brouillon de Culture qui s'y colle depuis 1 an. Là, on est heureux, c'est qu'on vient d'apprendre qu'on est aidé par le Conseil général Vaucluse, alors qu'il n'y a plus beaucoup d'argent. Oh, on n'a pas eu beaucoup d'argent, mais on a quand même eu une petite aide. Et on est aidé par l'Europe. Moi, je me sens plutôt altermondialiste, même si l'altermondialisme, il est même un peu fatigué, mais je me sens très proche des amis indiens, des amis sud-américains. Nos combats sont les mêmes partout sur la planète. Des détails, des coordonnées, un bonus émission, un commentaire. Rendez-vous sur le site de Parcours de Vie. Sur les quelques 10 000 plantes vivrières qui ont nourri la planète, seules 150 sont encore cultivées. Des chiffres parus en juillet dernier dans le quotidien Le Monde, des chiffres qui illustrent parfaitement un constat, un souci qui nous concerne tous. La diversité génétique fond comme neige au soleil. Vous verrez que rien n'est dû au hasard. Et pourtant, des légumes oubliés ressurgissent comme les carottes violettes, les panaïs, rutabaga, des pommes de terre à forme bizarre. Des amoureux de la terre les défendent bec et ongles sur fond de bataille pour le contrôle des semences. C'est ce qu'il y aura demain dans votre assiette qui est en jeu. Reportage de Françoise Valamer et Peter Hentel. Première opération, enlever les épines qui sont autour de la pomme de cardon. À l'intérieur de ce foin, il y a les graines. Une sélection depuis 3 générations dans la famille. Ces graines de cardon épineux font la fierté de François Grosjean. Dans sa famille, on produit ce légume ancien depuis un bon demi-siècle, et cela grâce à un travail continu de sélection de semences. Dans sa ferme de chêne-bougerie, ce maraîcher cultive une majorité de variétés anciennes de légumes, des variétés qu'il peut ressemer d'une année à l'autre, comme ses poireaux. Alors, le poireau du Bouchet est une vieille sélection genevoise. Je crois qu'il y avait un maraîcher du Bouchet par les Papalais. Quand on a un beau type, on aime bien refaire, on aimerait bien retrouver la même plante l'année suivante. C'est pour ça qu'on y prend, puis on
pour refaire notre graine, disons, pour que ça vienne de chez nous, quoi, ouais. Rien de plus évident et pourtant, à de rares exceptions près, ce ne sont plus ces légumes-là que l'on retrouve dans nos assiettes. Alors là, c'est de la laitue romaine blonde, lente à monter. Sous cette serre de 6000 m², les Jeannins, eux aussi agriculteurs à Genève depuis 3 générations, travaillent dans un tout autre univers, celui des variétés modernes hybrides cultivées hors sol. Nous, là, dans cette serre, on fait de la tomate grappe. C'est la variété, elle s'appelle Plaisance. En fait, elle a une jolie présentation, elle a un joli calibre, une brillance, elle a un bon goût, et puis elle fait un joli rendement. Donc pour nous, elle nous a bien convenu, quoi. Chaque semaine, on va ramasser une belle grappe comme ça, bien rouge, bien mûre, avec des fruits qui sont bien homogènes. La plante, elle va faire 6, 7, 8 fruits, des fois, enfin 8 fleurs. Et en fait, ces fleurs, à l'état de fleurs, on va enlever l'excédent, on va garder soit 5, soit 6. Tout ça pour garder toujours une homogénéité dans la grappe. Dans les variétés dites traditionnelles, je ne veux pas parler anciennes, mais traditionnelles, ben ça fait comme les gens. Hein. Il y a des blonds, il y a des rouquins, il y a des grands, il y a des petits, il y a des gros. Dans les plantes, ben on essaye de sélectionner un peu la même chose, mais la nature fait qu'il y en a une qui pousse plus grosse que l'autre, des fois un petit peu plus colorée. Et voilà, quoi. Mais c'est la nature. Des différences plutôt gênantes si l'on veut produire en masse et alimenter les marchés de la grande distribution. La solution, ce sont ces variétés hybrides, fruits d'une sélection qui ne suit plus les lois naturelles. Un exemple avec ces choux. L'ingénieur agronome sélectionne un chou pour sa forme et sa couleur. Il va élever cette lignée séparément pour en faire ressortir les caractéristiques. Il choisit ensuite un autre chou pour sa résistance aux maladies et son gros rendement et procède de même. Puis, il croise ces 2 choux et il obtient un hybride F1 plus vigoureux que ses parents. Mais en raison du processus artificiel de sélection, ce chou hybride ne peut pas se reproduire fidèlement à lui-même. Chaque année, l'agriculteur qui le cultive doit donc racheter la semence à l'entreprise qui l'aura développée. Chaque année, on rachète notre plant. Ça, on est quasiment obligé, quoi. Et après, c'est sûr qu'il y a des grandes maisons d'obtention de graines de tomates. Après, on achète un peu à qui on veut. Mais c'est sûr, s'il y a une très bonne variété qui est chez un obtenteur, on est obligé d'aller le voir lui. On ne peut pas vraiment le faire nous-mêmes, quoi. Produire ses propres semences, c'est pourtant un geste ancestral. En Suisse, ce sont des réfugiés huguenots français qui, les premiers, ont amené dans leur poche des graines jusque-là inconnues. Dès le XVIIe siècle, sur la plaine de Plainpalais à Genève, ils ont semé du cardon, du poireau, du chou ou de l'artichaut. Ces semences étaient le fruit de sélection naturelle, une tradition que le père de François Grosjean nous expliquait il y a plus de 20 ans. Aux côtés de son fils, il était l'un des sélectionneurs les plus réputés du pays. Je crois que je suis un des premiers qui a fait de la graine de carotte avec choisi la plante et replanté au printemps. Ça, c'est quelque chose. Hein. En Marcel noir, sur ces images, le fils Grosjean a perpétué la tradition, mais il est l'un des derniers à savoir reproduire les anciennes variétés. Ça, c'est du chou Bruxelles qu'on a resélectionné. Vous voyez, là, on a gentiment ramassé cet hiver, on a ramassé les Bruxelles. Bon, je regarde où en est la graine. Alors là, je l'ouvre. On voit déjà les petits grains qui sont formés. Mon père en faisait beaucoup à l'époque, mais bon, dans les années 70, on a arrêté. Et puis, j'avais un peu de graines, j'avais perdu parce qu'elles ne germaient plus. Alors, j'ai été la rechercher à Changin, qui ont une banque des vieilles graines. Et donc, l'année passée, j'ai fait cultiver 300 plantes. Et puis, sur ces 300 plantes, eh ben, j'en ai trouvé 4 qui me plaisaient bien et que je refais de la graine. C'est justement la station fédérale de Changin qui a la mission pour la Suisse entière de préserver les semences des variétés anciennes.
Cette banque de ressources est en fait une sorte de coffre-fort quasi arctique. Il y fait moins 20 degrés. Cette température est nécessaire pour conserver les graines de plus de 10 000 variétés de légumes, fruits et céréales. Alors ces variétés, on les a reçues il y a à peu près 25-30 ans de M. Grosjean. On les a toujours gardées dans notre banque de gènes et ça veut dire qu'ils sont toujours là. Et il y a 2 ans, il nous les a redemandées parce que lui, il ne les avait plus. Et puis on lui a pu lui fournir sa propre semence qu'il nous a donnée il y a 25 ans. Et pourquoi il y a 25 ans, c'était intéressant de la garder ici? Alors il y a 25 ans, il y avait beaucoup de variétés anciennes qui étaient encore cultivées, des variétés, ce qu'on appelle des variétés population. Et maintenant, ces variétés-là ont été remplacées par les variétés hybrides. Alors si on ne les avait pas collectées et mis dans notre banque de gènes, toutes ces variétés auraient été perdues définitivement. Mais on se bat pour les faire sortir de la chambre froide. C'est l'un des buts prioritaires de Pro Specie Rara, une fondation dédiée à la préservation des variétés anciennes. Pour les sauver, la meilleure des solutions est d'utiliser ces semences à plus large échelle, donc de les semer et de faire goûter ces légumes oubliés aux consommateurs. Alors ici, vous avez une carotte jaune du Palatina. C'est une variété qu'on essaye de conserver, pour laquelle on a besoin de semences. Donc, dans quelques temps, les fleurs vont se transformer en graines. On va les récolter et ça va alimenter notre séminothèque, notre base de graines. Et après, on va pouvoir les distribuer chez d'autres particuliers qui vont nous les commander. C'est ainsi que Pro Specie Rara a choisi par exemple de faire cultiver à nouveau dans les champs suisses 14 sortes de pommes de terre traditionnelles, jusque-là conservées en éprouvettes à Changin. Alors on a développé ce projet en partie avec la COP, parce que c'était très intéressant pour nous de présenter ces variétés dans un grand magasin, parce que ça interpelle le consommateur directement de voir ces variétés, de les observer, de se dire tiens, mais c'est pas ce que je mange habituellement, c'est quelles sont ces variétés, pourquoi? Et pour nous, ça c'est vraiment un projet modèle. Mais pour 5 des patates choisies, les cultures sont brutalement stoppées. En mai dernier, l'Office fédéral de l'agriculture interdit la production des semences et donc la commercialisation de ces 5 pommes de terre. Nous sommes arrivés à la conclusion que ces pommes de terre ne sont pas des variétés locales suisses, à savoir qu'elles ne sont pas adaptées aux conditions de culture qui prévalent naturellement dans notre pays. Ce qui est important, c'est le rendement. Rappelez-vous de ces temps où il y avait pénurie. Et le critère absolu pour autoriser une nouvelle variété était un rendement suffisant. Il s'agissait de donner à la population suffisamment de calories. La nature même de notre pays est sa meilleure alliée. Cette nature fière et sauvage, riche en beauté naturelle, mais pauvre en produits du sol. De même que la Suisse compte sur son sol pour se défendre, elle compte sur lui pour se nourrir. La réglementation actuelle est encore imprégnée de l'esprit Wallen, de ces temps de guerre où il fallait assurer des semences de qualité, résistantes aux maladies et adaptées à la production de masse. Le plan de la bataille agricole est simple. Pour pouvoir nourrir elle-même ses 4,5 millions d'habitants, la Suisse doit plus que doubler la surface de ses cultures. L'effort demandé à l'agriculture est formidable. Aujourd'hui, nous n'avons plus les mêmes préoccupations. Et c'est pour ça que ces variétés anciennes de pommes de terre suscitent à nouveau de l'intérêt. Mais attention, s'il s'agit de grandes productions et de ventes commerciales, je dois souligner que pour les semences de ces variétés, il y aura aussi à l'avenir des restrictions, car nous utiliserons les mêmes critères de sélection que pour les variétés déjà certifiées. Bon, déjà, on n'a pas compris du tout. On était vraiment très étonnés, mais aussi très fâchés, parce qu'on a des producteurs qui produisent ces variétés. Donc on a développé un marché de niche avec des petits producteurs pour quelque chose qui fonctionne. Les gens sont contents, les gens les réclament, ces variétés. Ce qui va se passer, c'est exactement ce qui se passe dans le reste de l'Europe, c'est-à-dire qu'on va avoir encore une accélération de la disparition des anciennes variétés. C'est vraiment très très grave, oui.
Mauvaise nouvelle pour les 5 patates Prospecie-rara, mais aussi pour tous nos légumes anciens. Concrètement, une législation plus stricte pourrait de fait favoriser les variétés hybrides. Aujourd'hui déjà, 5 fabricants de semences potagères contrôlent 75% du marché mondial. Il s'agit entre autres du fameux groupe américain Monsanto et du suisse Syngenta. Jusqu'à maintenant, l'agriculteur, il prenait la semence qu'il avait obtenue lui-même, il la mettait dans la terre et il allait pouvoir consommer ou vendre le produit issu de sa propre semence. Mais on arrive à un moment où ceci va être plus du tout possible. Et ce qu'on va pouvoir retrouver dans nos assiettes, c'est ce que ces grandes firmes de semences vont produire. Et c'est elles qui vont vraiment avoir le contrôle et on met vraiment complètement en jeu notre souveraineté alimentaire. Ce qui fait peur, c'est d'arriver à une situation à la française. Chez nos voisins, un catalogue national réglemente étroitement la production potagère. Toute semence doit notamment souscrire à des critères d'homogénéité et à une procédure coûteuse qui de fait écarte la plupart des variétés anciennes. Pour certains, c'est un carcan bien trop étouffant, au point qu'ils organisent la résistance dans un petit village de Provence, Moustier-Sainte-Marie. Je me vautre dans l'illégalité la plus complète. Le fait de semer, de mettre des grains dans la terre, qui est sans doute un des plus vieux gestes du monde, celui-là est encore aujourd'hui admis, reconnu, etc. Le hic, c'est que le matériel végétal que je mets dans la terre, ce que font nos aïeux depuis à peu près 8000 ans, ça c'est totalement illégal, parce que cette variété-là de maïs n'est pas inscrite au catalogue. Ces terres dont Raoul Jacquin prend soin, cet îlot de résistance, c'est celui de son association Cocopelli. Une toute petite organisation qui vend des graines anciennes rares ou oubliées. Des graines que Raoul et une poignée de bénévoles produisent dans ce jardin particulier. Cocopelli met ainsi sur le marché plus de 4000 variétés. Qu'est-ce que c'est que ce jardin Cocopelli? C'est un levain, c'est un témoin, c'est un ferment, c'est une ruche, en sens qu'une ruche, la méthode de division de la ruche, c'est d'essaimer. Donc moi, ce que j'attends, et ça, je n'ai pas à l'attendre parce qu'on me le demande beaucoup, mais c'est des gens qui viennent et qui prennent le petit morceau dont ils ont besoin. Alors le petit morceau, j'avais un grand-père qui avait coutume de dire, quand on a du mal à prendre une décision, il disait « passe le sucrier, chacun prendra le morceau qu'il lui faut ». Je trouve l'image magnifique. Et donc, il y a des gens qui viennent et qui prennent une tomate, et il y a des gens qui repartent avec des choux, des navets, des radis, des haricots, différentes tomates, voilà. Ces graines sont reproductibles, c'est-à-dire que, contrairement aux hybrides, elles peuvent être réutilisées pour la récolte suivante. Les rendre accessibles à moindre coût, cela fait bien sûr enrager les grands groupes semenciers qui y voient une concurrence déloyale. Cela a valu à Cocopelli plus que des pressions, puisque l'an dernier, l'association a été condamnée en justice à une amende de 23 000 €. Mais il en faut plus pour décourager Raoul Jacquin. Qui a une totale volonté d'inféoder l'humanité par le fait qu'il faille que les paysans, les maraîchers, les agriculteurs, les agromanagers, etc., réachètent tous les ans et systématiquement la semence. Donc, c'est Kissinger, 72-73, Henry Kissinger, qui disait « Celui qui possède la semence possède la planète ». Et c'est tout ce qu'il y a de plus vrai. À l'appui de ces dires, il cite l'étonnant destin de la courgette. Donc aujourd'hui, au catalogue national français, il y a 112 variétés de courgettes inscrites et 96 de ces variétés sont la propriété de Syngenta, de Monsanto ou de Limagrain. Ces gens-là sont en train de s'immiscer dans ma vie intime. Manger, c'est un acte intime. C'est quelque chose que je mets à l'intérieur de moi. Donc il y a des gens, des hommes et des femmes qui sont en train de décider ce que je vais mettre à l'intérieur de mon corps. De quel droit ? Combien je vous en mets? Ouais, une grosse livre. Une bonne livre. Un geste si banal et pourtant,
En Suisse, les consommateurs peuvent encore goûter à des fruits et légumes en quelque sorte faits maison. Dans son marché à la ferme, François Grosjean ne sait pas combien de temps il tiendra si Berne s'aligne sur les pays européens. Aux consommateurs aussi d'être plus attentifs à ce qu'ils mettent dans leurs assiettes et de favoriser ainsi une plus grande diversité. Et voilà. Bonne journée. Au revoir. Merci. Les agriculteurs grainiers sont une espèce rare, contrairement aux pommes de terre. Imaginez, il en existe plusieurs milliers de variétés au monde de pommes de terre. Vous aurez compris qu'en Suisse, le jardinier amateur peut planter ce qu'il veut, mais pour l'Office fédéral de l'agriculture, les pommes de terre qui sont commercialisées doivent répondre à des critères environnementaux et de santé publique. La crainte pour certains, c'est que la Suisse s'oriente vers la création d'un catalogue officiel des espèces, comme en France par exemple, un catalogue qui sera forcément encore plus limitatif, qui ne tiendra pas compte des centaines de marchés de niche potentiels. Bon, j'ai chopé la ruque à cause d'un truc qui s'est passé à Lavelanet. Bon, c'était en juillet, mais ça me dure toujours, alors je vous en parle. Parce que là, au premier jour de l'été, après le printemps marécageux où rien n'a pu pousser à cause de la flotte, il a commencé à faire un peu beau et les marchés ont recommencé à attirer un peu de monde. Voilà. C'était quand même tant mieux pour les petits producteurs qui commençaient juste à se demander s'ils n'allaient pas vendre leur corps à la science pour nourrir leurs gosses. Voilà. Donc ça faisait vraiment du bien à tout le monde, ce soleil-là, un régal. Mais comme il pleuvait plus, les emmerdeurs sont sortis aussi, et des gratinés pour le coup, des commissaires de la répression des fraudes. Et ils sont venus emmancher un vendeur de tomates, et pas de 3 francs 6 sous, 450 € ils lui ont mis. Et ils l'ont manché. Parce qu'il proposait à la vente des tomates non inscrites au catalogue officiel. Là, ça vous la coupe, hein? Eh bien oui, ma bonne dame, il y a un catalogue des tomates, vous voyez? Et officiel, s'il vous plaît. Hein? Et si votre tomate, elle n'a pas le tampon du catalogue, paf, crac, 450 €. Ouf! Vous savez ce que ça gagne, vous, un producteur de tomates qui fait les marchés? Vous savez ce que ça gagne de se ruiner le dos à la brouette, de se lever à pas d'heure, de charger le camion dans le froid qui mord et de passer la matinée debout dans le vent en attendant l'hypothétique client? Eh bien moi non, mais je ne me fais pas d'illusions. Hein? L'amende, elle doit sérieusement plomber l'ambiance dans la famille du maraîcher, tiens. Ah bon, eh bien sûr, mais c'est que le crime est grave. Oh, produire et vendre une tomate qui n'est pas inscrite au catalogue, c'est scandaleux. Mais oui, rendez-vous compte, une tomate comme celle à Mémé, avec du goût, hein, quelque chose qui ressemble à l'enfance. Mais où va-t-on? Oh, les clients ne vont plus accepter de manger les tomates à goût de flotte qu'on leur vend au supermarché après de les avoir lustrées à la cire. Alors l'action du supermarché, elle va chuter de 0,03%. Alors on va licencier du monde. Alors le gouvernement va tanguer. Alors pour reprendre la main, il va déclencher une guerre dans un pays chaud. Et alors un couillon va appuyer sur un bouton rouge au hasard et on va se choper une guerre nucléaire à cause d'un rêveur du bon goût qui vend des tomates hors catalogue. Enfin, bon sang de bonsoir, puisqu'on vous le dit, ces catalogues protègent les consommateurs. Ah, d'ailleurs, ne vous inquiétez pas. Ils autorisent les tomates aux pesticides et ils se préparent à accueillir en grande pompe celles aux OGM. Alors, hein, en remballant ces cagettes, le rêveur aux tomates goûteuses, il devait avoir le cœur sacrément lourd, tiens, probablement envie de tout laisser tomber. Et peut-être qu'il l'aurait déjà fait s'il n'avait pas eu une famille à nourrir, malgré tous les catalogues du monde. Et qu'on vienne pas me dire que je comprends rien à rien. Je me suis renseigné. Et le catalogue en question, hein, il est passé de 876 variétés de plants en 1954 à 182 en 2002.
Et elles sont passées où, les 694 qui manquent, hein? Les petits cochons les ont mangés? C'est le réchauffement climatique, hein? On n'est plus couillons que les anciens? On tombe malade quand on mange des topinambours? Bien vu, tiens. Chaque année, on en vire quelques-unes du catalogue et à la fin, il en restera une dizaine et si possible des semences payantes, histoire que rien ne se perde, sauf les coups de pied au cul. Alors, citoyens, voilà mon plan. Laissez tomber les pétitions, les grandes manifs, hein. Allez sur les marchés. Et si vous trouvez un producteur, un vrai, celui qui a encore un peu de terre sous les ongles, les yeux rougis par la fatigue, mais le sourire de l'homme qui est heureux de vendre le produit d'une terre qu'il respecte, achetez 2 salades et puis demandez-lui s'il n'a pas 1 kilo ou 2 de tomates hors catalogue. Dites-le à voix basse. C'est une révolution cachée à laquelle je vous invite. Et s'il n'y a pas de Pandore obtus dans le secteur, il fouinera dans ses cagettes planquées et il vous vendra pour 3 francs 6 sous des tomates qui se souviennent qu'elles sont tomates, hein? Des tomates comme celles de Mémé, des tomates au goût d'enfance. Et faites alors passer le mot en faisant goûter le produit de votre belle rapine. Et vous verrez que vous allez faire des adeptes du renversement des mondes. Et puis, un bon gars retrouvera peu à peu le sourire au milieu de ses plants de tomates. Un sourire hors catalogue, comme il se doit.